Bonjour Fatima Wassak. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes féministe, porte-parole du Front de Mer. Vous êtes aussi la fondatrice du réseau Classe, Genre, Race qui agit contre les discriminations que subissent les femmes, notamment issues de l'immigration post-coloniale. On va revenir sur la mobilisation qui va avoir lieu demain sur les violences contre les violences faites aux femmes. Mais d'abord, un mot sur le Front de Mer. C'est quoi le Front de Mer ? Alors le Front de Mer, c'est un syndicat de parents des quartiers populaires qui s'est organisé contre les discriminations que subissent les enfants, en particulier dans l'institution scolaire, mais au fur et à mesure, voilà, ça s'est élargi à toutes les discriminations et toutes les violences que subissent les enfants. Alors ça s'appelle Front de Mer et pas Front de parents parce qu'il y a une dimension féministe au sein du Front de Mer, c'est-à-dire que à partir du moment où ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants, bon, qui les portent déjà et qui s'occupent pour l'essentiel de l'éducation des enfants, voilà, on a considéré que politiquement il fallait assumer ce rôle et justement le politiser et faire des mères un sujet politique puissant. Voilà, donc c'est une proposition politique, dire que voilà, on n'a pas assez aujourd'hui, notamment dans le mouvement féministe, on n'a pas assez mobilisé en fait cette figure de la mère. Aussi historiquement parce qu'on a considéré qu'il fallait dissocier les femmes des mères, il fallait pas être amenée en tant que femme systématiquement à l'instinct maternel, etc. Donc il y a une vraie raison historique en fait à cette dissociation. Mais nous on considère qu'on y a beaucoup perdu et qu'il faut absolument réinvestir ce rôle de mère et encore une fois lui donner toute sa dimension politique. Un mot aussi sur cette étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée cette semaine. C'est en France que le lien entre l'origine sociale et le niveau scolaire est le plus fort. La politique de la ville, en théorie, est censée donner plus à ceux qui ont moins. Quel bilan vous faites, vous, de ces politiques qui ont été menées depuis près d'un demi-siècle dans les quartiers populaires notamment ? Bon, déjà, il faut savoir que la politique de la ville, j'ai moi-même travaillé dans la politique de la ville il y a déjà une petite dizaine d'années à Lille. La politique de la ville, c'est résiduel en réalité par rapport à la masse budgétaire du droit commun. C'est-à-dire qu'on a un droit commun qui est structurellement inégalitaire, notamment par rapport au territoire. C'est-à-dire que des territoires sont plus dotés que d'autres territoires. Et donc ce droit commun est structurellement inégalitaire et on va venir saupoudrer de miettes, mais il s'agit vraiment de miettes. Enfin, je veux dire, quand on compare budgétairement, c'est ridicule. On va venir saupoudrer de miettes. En plus, ce saupoudrage s'accompagne de tout un discours politique que je qualifie moi de colonial, c'est-à-dire que on va et surtout récemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pire qu'hier. On va parler par exemple de territoires perdus de la République dans les médias, mais même l'institution parle aujourd'hui de territoires de reconquête républicaine. Donc avec un discours vraiment complètement, enfin colonial, complètement assumé. Donc déjà, donc dire c'est quelques miettes en réalité, donc ce ne sont pas quelques miettes qui peuvent venir rééquilibrer les inégalités du droit commun. Donc le droit commun, on est d'accord, hein, c'est bien le budget éducation, le budget services publics, les routes, voilà, les infrastructures, etc. Donc ce ne sont pas ces miettes qui vont évidemment suffire, mais aussi voilà dénoncer la politique de la ville comme une politique coloniale de gestion des quartiers populaires, de contrôle social des populations, d'assignation à résidence, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser la question de la politique de la ville. C'est en quoi elle a aggravé la situation des populations qui vivent dans les quartiers populaires, notamment en stigmatisant ces populations, et non pas, comme peuvent le faire les militants d'extrême droite, en régulièrement en se plaignant que dans les banlieues on a déversé comme ça des millions et des milliards et que voilà, on ne peut rien faire avec ces sauvages. Regardez, on leur donne plein d'argent, ils sont assistés et pourtant ils continuent à être délinquants, à être dans la drogue, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça c'est complètement fantasmé, il faut complètement déconstruire ça. Justement sur cette stigmatisation, notamment des quartiers populaires, il y a plus de 14 ans, à quelques jours près, Ziad Ebouna mourait dans l'enceinte d'un poste électrique dans lequel il s'était réfugié pour échapper à la police. D'autres sont morts depuis, dans les mêmes circonstances. Je pense évidemment à Adama Traoré, dont la sœur, qui se bat aujourd'hui pour que justice soit faite, est sans cesse placée sur le banc des accusés. Elle et sa famille sont victimes, et pourtant on en fait des accusés. Comment vous l'expliquez ? Alors c'est pas spécifique à la famille Traoré, hein. Depuis des décennies, systématiquement lorsque il y a une organisation de lutte contre les violences policières et en particulier les crimes policiers, systématiquement il y a des mécanismes d'inversion
qui sont mis en place. C'est-à-dire, c'est tout simple, c'est-à-dire que il y a une victime, sa famille et puis voilà, les proches s'organisent pour avoir vérité et justice. Bon, ce que fait l'État, c'est qu'il va inverser voilà, la responsabilité et il va criminaliser en fait la famille tout simplement pour la disqualifier la lutte, pour résigner les personnes, parce que vous parliez d'Assa Traoré, voilà, c'est 4 plaintes. 4 plaintes qui sont déposées contre elle. Qui sont déposées contre elle, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est 4 plaintes qui arrivent après que ses frères aient été mis en prison, après que les proches d'Adama Traoré, il y en avait 27 à l'époque qui avaient été mis en prison, 5 de ses frères, aujourd'hui on en a 2. Enfin voilà, donc ça participe en fait d'une criminalisation de la famille et des proches pour pousser à la résignation, qu'il n'y ait pas de résistance en fait, et de remise en question finalement de l'ordre policier qu'on installe dans les quartiers populaires. Je le disais, demain, le collectif Nous Toutes organise une grande marche à Paris pour dénoncer et sensibiliser et aussi mobiliser l'opinion publique sur les violences faites aux femmes. Vous y serez ? Alors, j'y serai pas parce que je suis invitée à Bruxelles demain pour parler des mêmes sujets, enfin d'écologie, mais on parlera aussi de féminisme. J'y étais l'année dernière. Bon, j'ai pas appelé parce que c'est pas une démarche, une dynamique dans laquelle je me retrouve. Alors moi, il se trouve que j'ai travaillé longtemps dans les politiques publiques, notamment pour évaluer des projets d'accompagnement aux victimes, d'aide aux femmes en détresse, etc., de projets égalité femmes-hommes, etc. J'en ai même fait avec d'autres consultants une évaluation au bout de 2 ans. Donc on a évalué comme ça tous les projets, beaucoup de politiques de la ville. Donc pour dire que c'est quand même très fléché, politique de la ville, il y a déjà un problème là sur cet aspect-là, voilà, qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes et qui on cible en particulier. Mais en tout cas, voilà, on avait fait cette évaluation et bon, pour vraiment le dire très très vite, c'était catastrophique. Enfin, je veux dire, les projets qui étaient portés concrètement avec cette interpellation de l'État en disant on veut plus de moyens pour aider les victimes, etc., etc. C'était pour beaucoup. Alors, je dis pas que tout était comme ça, mais pour beaucoup, quand même, une grande majorité de projets, c'était de la captation de subventions selon la mode du moment. Alors, à l'époque, il y avait la lutte contre... Alors, ce que je vous dis, c'était 2008-2009 notamment, c'était la lutte contre les mariages forcés. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, les mariages forcés. Quand je parle de mode, je parle des pouvoirs publics qui, à un moment donné, lancent une question et considèrent que c'est la question centrale, notamment, en réalité, des femmes qui vivent dans les quartiers populaires et notamment descendantes de l'immigration postcoloniale, puisque c'est quand même elles qu'on vise en premier. Et il y a comme ça ces structures en fait qui sont au niveau local et qui font de la captation de subventions, c'est-à-dire qu'elles se mettent sur ces projets-là parce que l'État conditionne les financements par le fait que vous vous positionnez là-dessus. Puis en réalité sur le terrain, enfin je veux dire, moi qui travaille beaucoup sur le terrain, je me rends compte que ça n'aboutit pas. Enfin, alors je dis ça en sachant que aujourd'hui est pire qu'hier, c'est-à-dire que ce que je vous disais, donc 2008-2009, il n'y avait pas beaucoup de moyens, et puis, alors je vais en dire un mot juste après, il y avait des choses quand même qui étaient très très problématiques. Bon, je me rends compte aujourd'hui que ces structures que j'avais moi évaluées à l'époque, encore moins de moyens. Donc bon voilà, il y a en plus la question des moyens. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que, alors je peux vous donner des exemples très concrets, hein, mais une femme noire qui est tabassée par la police, qui... donc à Agen, qui subit une agression sexuelle et des violences policières, des violences physiques, évidemment psychiques, etc., se plaint auprès de toutes les structures d'aide aux femmes de la région d'Agen, toutes, sans exception. Aucune n'a reçu cette femme en considérant, et je peux le dire, moi, je suis obligée de le dire très vite, mais je pourrais développer, hein, en considérant que cette femme noire n'est pas une femme, c'est une noire, c'est un individu noir. Enfin, je veux dire, voilà, quand on voit les jeunes, aujourd'hui les jeunes garçons, les adolescents dans les quartiers populaires qui subissent des agressions sexuelles de la part de la police, notamment lors des fouilles, avec des palpations qui sont dégradantes et qui sont, moi je le dis, voulues comme telles, c'est-à-dire qu'on cherche ainsi à déviriliser, entre guillemets, à humilier, etc. Pourquoi c'est pas pris en considération, pas pris en charge par les organisations féministes, en considérant qu'il s'agit là d'agressions sexuelles et que ça participe du système sexiste. Enfin voilà, il y a des choses comme ça très concrètes en fait, où il n'y a pas de prise en charge féministe. Ça c'est une chose. Vous dites justement que la question raciale, elle n'est pas suffisamment prise en compte dans le combat féministe, alors que ça devrait être central pour le combat féministe. Mais alors que ça devrait être
En réalité, moi je pense que le féminisme majoritaire aujourd'hui en France, moi je me situe dans un féminisme minoritaire, mais le féminisme majoritaire fera sa révolution réellement le jour où il décidera de rompre avec la culture du viol qui a son fondement dans le racisme, qui est complètement structuré par le racisme. Et c'est à ce moment-là que vraiment, là, je prendrai au sérieux ce féminisme. Alors, d'ailleurs, moi, les féminismes majoritaires, les organisations féministes majoritaires, je ne leur demande pas de faire cette révolution-là pour nous, pour moi, pour les femmes issues de l'immigration postcoloniale, pour les femmes des classes populaires. Je ne demande pas... je m'en dis pas ça. Non, moi vraiment je les invite à faire cette révolution pour elles. Parce que quand on voit aujourd'hui le débat politique et médiatique autour des violences faites aux femmes, non mais c'est 99% sur le foulard. Je veux dire, la question du foulard, la question des violences intrafamiliales que subissent les femmes musulmanes, mais sature complètement l'espace politique et médiatique. Il y a une saturation voulue par l'État, voulue par les institutions. Moi, j'invite vraiment ces féministes à dire, lorsqu'on leur pose la question, notamment du foulard, pour savoir si elles sont pour, si elles sont contre, alors les femmes musulmanes, c'est quoi leur sexualité, comment elles vivent par rapport au quartier, le harcèlement de rue, etc. Moi, vraiment, je les invite à dire à leurs interlocuteurs, donc politiques et médias, à dire, mais rentrez dans des murs. Vraiment, et c'est politique. C'est-à-dire, vous rentrez dans des murs et c'est politique. Nous refusons de répondre même à la question, nous refusons la question. C'est-à-dire que moi je leur demande même pas de venir et de répondre à la question en disant oui mais non, nous on considère que les femmes qui portent un foulard sont des êtres humains ou les femmes qui portent un foulard ont le droit de circuler librement dans la rue. Je veux dire, même répondre ça, pour moi, c'est déjà entrer dans le piège. Non, il faut rompre avec ça. Il faut dire, nous ne parlerons des femmes qui portent un foulard que lorsqu'il s'agit de discrimination et de violence. Par exemple, dire un truc tout simple qu'on ne dit jamais. Aujourd'hui, en France, les femmes qui portent un foulard sont totalement, quasiment interdites d'accès au marché du travail. Enfin, je veux dire, ça, c'est une question féministe centrale, avec la question sociale en plus. Donc voilà, donc, par exemple, dire oui, là-dessus, nous, et on va chiffrer, parce qu'il se trouve que voilà, on a des chercheuses, des chercheurs, des sociologues, etc., qui sont capables aujourd'hui de chiffrer ça. Pour le reste, tout le débat identitaire et en réalité la douille que vous essayez de nous mettre en, encore une fois, saturant l'espace médiatique et politique, la question féministe, voilà, on rejette en bloc et on se met sur des questions et voilà, et pour moi c'est l'essentiel et c'est là-dessus qu'on travaille nous, sur la question du pouvoir. Oui. Comment vous l'expliquez justement cette question qui revient de manière récurrente, ou en tout cas cette obsession qui revient de manière récurrente qui est le foulard? Vous êtes la fondatrice du réseau Classe Genre Race, qui justement agit et intervient pour lutter contre les discriminations que subissent les femmes issues de l'immigration post-coloniale. Le problème du foulard, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais qui est posé comme étant un problème, il est lié à quoi? C'est le fait qu'on n'a pas réglé le problème colonial, c'est ça? Non, moi je pense que c'est... donc je vais appliquer ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas complètement répondre sur la question du foulard en tant que tel. Non, moi je pense qu'il y a des inégalités d'accès au marché, aux ressources. Voilà. Il y a des ressources et on va discriminer certaines catégories de population et privilégier d'autres catégories de population. Bon, pour justifier de ces inégalités et de ces discriminations dans l'accès aux ressources, on va mobiliser des représentations effectivement coloniales, mais pas que coloniales. On va mobiliser ces représentations pour justifier en fait que telle catégorie de population a un plus grand accès, donc un accès privilégié, et d'autres catégories de population un accès discriminé. Bon, pourquoi ça marche le foulard? C'est parce qu'effectivement, il trouve appui sur une histoire coloniale qui est partagée et par les descendants de la colonisation, les descendants des populations colonisées et par les descendants des populations colons, on va dire. Voilà, donc c'est un imaginaire qui marche pour et les dominés et les dominants quelque part, et donc qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui complètement à plein. Mais il faut bien se rappeler que l'objectif, la fonction de la mobilisation de la question du foulard, c'est bien la justification des inégalités dans l'accès aux ressources. Donc aux ressources, au travail. C'est pour ça que je disais la question de l'accès au marché du travail, elle est essentielle. Mais aussi la question de l'accès à l'école, aux études supérieures, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut complètement rompre en fait avec la manière dont la question du foulard est posée en France, et puis revenir sur du dur. Enfin, moi, je suis pour un féminisme. Encore une fois, je parlais tout à l'heure du pouvoir. Le réseau Classe Genre Race comme le Front de Mer, on travaille sur cette notion de pouvoir. Moi, le fait de demander à l'État plus de moyens pour accompagner, pour aider des victimes, etc. Alors, il n'y a pas de problème. Moi, je soutiens toutes les initiatives et tout ce qui peut aller à peu près dans le même sens à partir du moment où ça fait pas de mal et à partir
partir de... Mais à un moment donné, la question essentielle, c'est la question du pouvoir. Et la question du pouvoir telle qu'elle est travaillée au niveau local sur les territoires. C'est-à-dire comment les femmes... Bon, alors par exemple, pour le Front de mer, c'est les mères. Comment les mères reprennent du pouvoir et empêchent en réalité les violences qu'elles subissent et les violences que subissent leurs enfants. Il y a un chiffre... Alors en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup... beaucoup, plus qu'avant, pas assez, plus qu'avant, des féminicides et du nombre de femmes victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint ex ou du nombre de femmes victimes de viol, tentatives de viol. Moi, je trouve qu'on ne dit pas assez que parmi les personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont victimes chaque année de violences physiques et de violences sexuelles, moi je trouve qu'on ne dit pas assez qu'il s'agit en majorité d'enfants. Et ça, il faut le dire, c'est-à-dire que quand on parle de culture du viol en France, on ne dit pas assez que c'est une culture du viol des enfants en particulier. Nous, au sein du Front de mer, on travaille sur cette base-là. On travaille sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 135 000 enfants qui sont violés chaque année, fillettes qui sont violées chaque année, 35 000 garçons qui sont violés chaque année. Il y a, alors c'est un chiffre, il faut vraiment, pour moi, c'est tellement, c'est presque de l'effroi. C'est une fillette sur 5 aujourd'hui en France. Donc on est en France, une fillette sur 5 est victime d'agression sexuelle. Une fillette sur 5 et pour beaucoup avant 11 ans. Donc vous allez, je sais pas, dans une école en CE2 et puis alors là vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Enfin, vous voyez, c'est tellement massif. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est une culture du viol des enfants qui est massive et qui s'opère en totale impunité. C'est 0,4% des pédocriminels qui sont condamnés en France. Enfin, je veux dire, c'est un problème qui est essentiel. Alors, on peut demander à l'État de plus de moyens, etc., de mobiliser la police, la justice, etc. On sait très bien que le système policier, le système judiciaire, comme le système carcéral, sont des systèmes de classe pour l'essentiel, des systèmes racistes aussi et des systèmes sexistes. Voilà, il y a un moment donné, il faut aussi poser la question du pouvoir et dire mais qu'est-ce que nous, en fait, en tant que mère notamment, alors en tant que féministe, et moi je le dis et c'est par ça que je commençais tout à l'heure en tant que mère, qu'est-ce que nous on fait pour empêcher que nos enfants soient aussi massivement violés et qu'est-ce qu'on fait aussi pour que, lorsque nos enfants sont violés, qu'ils puissent s'en remettre, qu'ils puissent être entendus, qu'ils puissent avoir confiance en eux-mêmes, en la parole qu'ils vont comme ça soumettre aux adultes, etc. Moi, je trouve que c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et ce travail-là, il peut se faire que sur le terrain, en essayant de mobiliser le maximum de femmes et de mères possibles, chose que ne fait pas aujourd'hui le féminisme majoritaire en France. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une fois dans l'année, c'est une marche. Alors, encore une fois, j'ai rien contre l'événementiel et la com, etc. Mais si c'est pas porté par les femmes, notamment de classe populaire, notamment descendantes de l'immigration postcoloniale, dans leur quartier, là où elles sont, pour retrouver du pouvoir, mais du pouvoir surtout, pas simplement sur la question des violences qu'elles subissent en tant que femmes ou que subissent leurs enfants, la question du pouvoir du pouvoir politique, de manière générale. Nous, on constate en tout cas qu'au niveau local, les mêmes qui vont participer demain à la marche, et je vous assure que c'est vrai, après je ne vais pas commencer à balancer les noms des organisations, etc. Mais c'est un niveau d'hypocrisie et de tartufferie, mais qui est gigantesque, qui est à vomir. Les mêmes qui vont donc demain aller marcher et qui mettent régulièrement le nombre de féminicides, alors on est au 132e, 133e, etc., et carrément un décompte comme ça sur leur Twitter, etc. Les mêmes, moi je les vois au niveau local, dans le 93, vont nous torpiller lorsqu'on va mener par exemple une lutte pour l'alternative végétarienne à la cantine. Alors que nous sommes des femmes, que justement nous agissons, nous nous organisons, ils devraient être contents de voir des femmes comme ça, des quartiers populaires, des victimes soumises, etc., soi-disant, s'organiser, essayer justement de créer un rapport de force politique là-dessus. Pas du tout. Enfin, je veux dire, on est torpillés, on est taxés de communautaristes, d'islamistes, etc. De la même manière, parce qu'il nous est arrivé aussi en tant que Front de mer au niveau local de nous positionner par rapport aux violences sexuelles que subissent les enfants, notamment au sein de l'institution, parce que voilà, on en parle peu aussi, mais il y a pas mal de violences sexuelles entre enfants notamment, et puis alors il y a tout ce qui est cyberharcèlement aujourd'hui, etc., etc. Moi, j'ai déjà été confrontée à des personnes dans l'institution qui m'ont renvoyé le fait que si j'étais sur cette lutte-là, et si j'accompagnais telle famille, etc., c'est parce que j'étais dans de la pudibonderie ou dans de la bigoterie. Bon, voilà, quelque chose autour de l'islamisme aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que je veux empêcher la libération sexuelle en France, l'émancipation sexuelle, nous on a fait 68, voilà, etc. C'est pour ça que je me mets sur cette question-là. Je veux dire, mais comme quand je milite en tant qu'écologiste pour l'alternative végétarienne, on me renvoie au fait que c'est parce qu'en fait, j'ai
un truc caché, masqué, je veux imposer le halal à l'école et je veux islamiser l'école, je veux imposer la charia, etc. Bon, ben là, c'est pareil. Si moi, par exemple, je milite pour que le film de Polanski soit pas diffusé dans au Méliès, donc le cinéma juste à côté de chez moi où j'emmène mes enfants, etc. Encore une fois, c'est parce que pudibonderie, ici on est en France, voilà, liberté de créer, etc., etc. Et finalement, voilà, si vous agissez là-dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière de l'ordre, voilà. Donc bon, voilà, et ça, il faut pouvoir le poser. Donc encore une fois, je ne dénigre pas du tout la marche de demain. Je connais des personnes parmi les organisatrices qui font un super boulot, etc. Je les sais sincères. Maintenant, voilà, déjà commencer par, je veux dire, ça serait vraiment un tournant. Et encore une fois, je pèse mes mots, un révolutionnaire, rompre avec l'instrumentalisation raciste des causes féministes. Pardon, je peux prendre un exemple, vraiment qui est vraiment, mais tellement lamentable. Enfin, je veux dire, j'en ai vu des choses de ces dernières années. Mais alors, Marlène Schiappa, secrétaire d'État là. Égalité femmes-hommes, qui là fait de la com. Enfin, je veux dire, il y a un article là de Mediapart il y a 2-3 jours qui montre en fait, qui a enquêté comme ça dans les coulisses de l'Assemblée nationale et des ministères, et qui montre qu'en fait son projet là de loi qui concerne donc le viol et qui tend à créer comme ça une inégalité de traitement entre les violeurs. Grosso modo, vous êtes un violeur blanc, bon ben voilà, c'est pas bien, mais vous restez en France. Vous êtes un violeur non blanc, c'est pas bien, mais en plus, vous êtes expulsé. Donc vraiment créer comme ça une inégalité de traitement raciste par rapport à des criminels. Donc, sans dire d'ailleurs si la personne doit être jugée en France ou si elle doit être jugée à l'étranger. Évidemment, elle ne dit rien, puisque de toute façon, elle s'en fout. Ce qui comptait pour elle, c'est faire de la com. Elle s'en fout notamment pour la victime. Et pour la victime, et pour le sujet même. Et c'est pour ça que j'invitais, moi, les féministes majoritaires à rompre avec ce genre de discours. C'est que même elle s'en fout de la question, de la problématique. Tout ce qui compte pour elle, c'est encore une fois, d'instrumentaliser la cause féministe. Donc, et je rappelais les chiffres tout à l'heure. C'est une vraie cause. C'est des morts aussi, le sexisme. Quand on sait à quel point les enfants qui ont été violés, sont plus potentiellement à même de se suicider, etc. Je veux dire, c'est des morts. Et l'avoir instrumentalisé ça uniquement pour créer, encore une fois tout à l'heure, je parlais de saturation du débat médiatique, pour créer en fait une articulation entre viol et noir et arabe, grosso modo, mais elle l'avait déjà fait sur le harcèlement de rue, alors que justement on essaie de sortir de ça, on essaie de sortir de cette lecture raciste du sexisme et remettre ça sur le tapis. Enfin, je veux dire, voilà, et alors ce que disaient bien les journalistes de Mediapart, c'est que ça n'a même pas d'effet. Enfin, je veux dire, et elle le sait. Elle sait très bien que ça ne sera pas suivi d'effet. Moi, c'est ce que j'avais montré à l'époque sur la lutte contre les mariages forcés. C'était de la com. Donc, il y avait comme ça des colloques à Paris, etc., des marches, tout ce que vous voulez. Donc, c'était de l'événementiel. Mais derrière, ce que j'avais surtout montré, c'est qu'à partir du moment où on considère que c'est un vrai problème, il y a des mariages forcés, etc., pas autant que ce qu'on a dit à l'époque, mais il y en a, il faut s'en occuper au moins. Là, il n'y avait rien. Je veux dire, il n'y avait pas de projet réel sur les territoires pour accompagner les victimes de mariage forcé. Donc là, on est sur les mêmes cas de tartufferie, en fait, en réalité. Donc déjà, commencer par rompre avec ce féminisme institutionnel qui est de l'instrumentalisation pure et dure. Ce qui a été le mouvement MeToo, qui est né il y a 2 ans et qui rejaillit aujourd'hui avec notamment le témoignage de la comédienne Adèle Haenel, ça, c'est plutôt... ça veut dire qu'on commence à rentrer dans une nouvelle ère, c'est un début de quelque chose ou ça ne va pas encore assez loin, on ne cible pas justement les bons sujets? Ça va pas tomber du ciel, c'est-à-dire que évidemment MeToo c'était une très très bonne chose, l'intervention dans les médias d'Adèle Haenel c'était une excellente chose, et d'ailleurs dans les milieux féministes on a considéré que tout à coup c'était une respiration, etc. Aussi parce que voilà, moi ce que je disais c'est que là pour le coup on a un discours féministe, antisexiste qui n'est pas du tout raciste. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quand même nouveau dans la parole majoritaire, on va dire. Mais Fatima Ouazzaq, le problème, du coup, si je vous entends,
c'est aussi, ce que vous dénoncez, c'est l'invisibilisation de manière générale de certaines femmes, je pense notamment des femmes des quartiers populaires ou des femmes issues d'origine postcoloniale, et c'est cette invisibilisation, c'est votre parole à vous finalement aussi, c'est votre féminisme à vous qu'on n'entend pas suffisamment aussi. Alors en même temps, moi je ne suis pas pour que les organisations majoritaires m'entendent, et je ne suis pas là, comme je disais tout à l'heure, à mendier ou à taper aux portes, c'est pas du tout mon, c'est pas du tout mon délire. Moi au contraire, je suis pour l'auto-organisation là où on est. Donc moi, il se trouve que j'habite dans le 93, à Bagnolet. Voilà, moi, j'attends pas des organisations féministes majoritaires qu'elles viennent m'aider ou voilà, moi, j'essaie de m'organiser avec les autres femmes qui sont sur le territoire, etc. Donc voilà, c'est pas la même perspective que celle que vous énoncez là. Donc moi, je parle pas d'invisibilisation d'une parole. Non. En réalité, le problème principal, je le redis, c'est que les organisations féministes en France ne sont pas, comment dire, puissantes, elles n'ont pas un bon rapport de force politique, elles sont vraiment très à la marge en réalité. Et pour moi, on commencera à être crédible en tant que féministe, donc là je mets tout le monde, à partir du moment, encore une fois, je le redis, mais c'est tellement essentiel, ça me paraît tellement évident, à partir du moment où on posera la question du pouvoir, c'est-à-dire comment on accède au pouvoir, nous en tant que femmes, en tant que mères, etc., et comment on change le rapport de force et faire en sorte que sur tous les segments de nos vies, on ne subisse plus d'oppression. Ça, c'est la question du pouvoir. Et ensuite, sur la question des femmes descendantes de l'immigration postcoloniale, oui, mais encore une fois, il y a un problème de racisme dans le fait qu'il est déterminant, par exemple, dans la culture du viol. Mais encore une fois, moi, j'invite les féministes majoritaires, les féministes blanches, les féministes bourgeoises, etc. Enfin, voilà, les féministes majoritaires, je les invite vraiment à se rendre compte que c'est pas pour nous aider, nous, ou pour ne pas nous invisibiliser, nous donner la parole, etc. On les a pas attendus, on fait nos trucs, nous aussi. Comme je disais, voilà, franchement, moi, je considère que Réseau Classe Jaurès, Front de Mer, enfin, d'autres organisations mais elles passent à côté d'une elles sont à la partie pointe de l'épée. Du combat féministe, non, la question raciale. De leur combat. Oui. Non, c'est elles qui se mangent des douilles. C'est pour ça que quand je leur dis, mais dites aux journalistes, aux hommes politiques, etc., dites-leur rentrer dans des murs, mais c'est pour elles. C'est dire, voilà, on en a marre de se manger des douilles. On en a marre que vous nous saturez l'espace qui devrait être consacré normalement aux violences qu'on subit. Par exemple, je sais pas moi, l'assurance maladie, donc qui est entrée en vigueur là depuis le 1er novembre, qui va encore monter en puissance en 2020. La réforme de l'assurance maladie fait que de fait, il va y avoir des catégories de population qui ne vont plus toucher du tout d'indemnités ou qui vont voir leurs indemnités divisées par 2, par 3, etc. Mais on sait très bien que ça va toucher en particulier les classes populaires et les femmes des classes populaires, notamment ce qu'on appelle pudiquement les familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes qui galèrent toutes seules avec leurs 2-3 gosses avec 800 € par mois. Moi, c'est ces femmes-là aussi dont il faut parler. Parcoursup, par exemple, à l'époque, mais il n'y a pas eu de parole féministe. Attends, Parcoursup, il y a des chercheuses qui ont bien montré que Parcoursup visait en particulier les jeunes femmes des classes populaires qui accédaient à l'université. C'est les femmes des classes populaires qui étaient visées, en sachant que les garçons des classes populaires, on les dégageait déjà bien en amont au collège, CAP, BEP, etc., enfin sur les filières professionnelles courtes. Donc là, pour le coup, c'était ces femmes des classes populaires qui étaient visées, parce que notamment aussi, elles réussissaient mieux que les hommes des classes moyennes supérieures. Donc il y avait aussi quelque chose de l'ordre, comme je disais tout à l'heure, de la discrimination privilège dans l'accès aux ressources. Il y aurait dû avoir une parole féministe là-dessus. Enfin, je veux dire, voilà, sur les questions sociales, voilà, donc, non, encore une fois, c'est pour le féminisme majoritaire, c'est de dire, voilà. Et là, pour le coup, ça pourrait nous aider. Je veux dire, là, pour le coup, voilà, il y aurait un vrai rapport de force politique qui pourrait être en faveur de toutes les femmes. Encore un mot quand même sur la question de ce que j'évoquais comme étant l'invisibilisation, mais je pense que, je vous ai lu, je vous ai beaucoup entendu, vous dites aussi souvent que là, il y a un problème de représentativité des femmes, notamment dans les médias, mais pas que de la représentativité, c'est aussi le rôle qu'on veut faire passer ou qu'on veut donner à ces femmes. Vous parliez de pouvoir, justement, c'est la question du pouvoir des femmes dans les fictions, le pouvoir des femmes dans les médias, c'est ça aussi qui... Oui, complètement. Mais alors justement, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est pas tant qu'il y ait peu de femmes non blanches au cinéma ou à la télé, par exemple, parce que franchement, en réalité, vu en plus comment le cinéma français, par exemple, évolue, bon, j'avais parlé tout à l'heure vite fait de l'affaire Polanski, Besson, etc. Mais voilà, le cinéma français aujourd'hui, moi je le dis, enfin je fais comme ça, il m'arrive de faire des critiques ciné, donc voilà, je suis obligée parfois, parce que franchement, des fois c'est vraiment de l'obligation, d'aller voir certains films français. Voilà, c'est un cinéma qui est de plus en plus blanc et bourgeois, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on en est là. Et quand il y a des personnes de la diversité, comme on le dit encore une fois pudiquement, enfin des Noirs et des Arabes dans les films, et notamment des femmes, franchement, moi j'en suis à dire, mais ne mettez pas, trop caricatural. Et puis surtout, et moi j'en suis
vraiment à préférer les films là des années Get Up là, avec que huis clos, que des blancs entre eux et puis voilà ils regardent le mur et puis enfin ouais, j'en suis à préférer ces films là plutôt que des films comme ça sur la banlieue, sur comme ça les femmes etc. Parce que effectivement c'est de la pure décoration, donc on décore avec des quotas et on leur fait jouer effectivement un rôle qui est complètement stigmatisant et qui fait du mal. Non, donc c'est pas la question en réalité de la représentativité, la question est le pouvoir et au niveau local. Et ça, alors je travaille là-dessus en ce moment, vraiment je me rends compte du décalage qu'il peut y avoir entre d'un côté des organisations politiques nationales qui peuvent avoir un discours comme ça de déco. Donc on va mettre, par exemple moi, on va m'inviter sur une scène et on va dire bon voilà on discute entre nous, entre blancs, bourgeois, etc. Mais il y a une femme arabe qui est là, et puis qui a un discours un petit peu comme ça, qui bon. Je me rends compte que les mêmes, vous les avez au niveau local, donc la même organisation hein, de gauche au niveau local, elle mène une guerre sans pitié. Mais même, je vous dis, sur des trucs aussi anodins que l'alternative végétarienne qui devrait faire consensus auprès de tout le monde. Mais voilà, pour ne pas permettre donc ne pas permettre à ces femmes-là, donc issues de l'immigration postcoloniale, vous parlez des élections municipales là notamment. Pas que des élections municipales. Il y a la question des élections municipales effectivement, donc l'entrave à l'accès au pouvoir politique local, ça c'est une chose. Non, même l'association autonome, tout simplement, de femmes, dont certaines portent un foulard, essentiellement des femmes de classe populaire et notamment descendantes de l'immigration postcoloniale, le fait de les voir s'organiser, donc 4 femmes dans une pièce, quoi, et puis on est là, alors on va organiser une petite réunion, une conférence, même ça c'est la guerre. Même ça, c'est tout le monde se met d'accord, et notamment la gauche se met d'accord pour dire il faut les torpiller. Et alors comment on fait pour les torpiller? On va les étiqueter communautaristes, islamistes, et ça marche tellement bien. C'est-à-dire que vous dites 2 femmes qui militent dans un quartier populaire, vous dites qu'elles sont communautaristes, c'est mort, il n'y a plus personne qui veut travailler avec elles. Donc, et notamment dans les quartiers d'ailleurs, notamment dans les quartiers populaires. Donc je veux dire, voilà, c'est pour moi là-dessus qu'il faut travailler du coup. C'est au niveau local, dans les territoires, parce qu'il faut vraiment reterritorialiser. Moi, ce que je peux reprocher aussi, en réalité, aux marches et aux grands trucs comme ça, aux événements, que ce soit féministes, antiracistes, hein, voilà, pour moi, il y a un gros problème de déterritorialisation, en réalité, de fait de voir que les luttes, elles deviennent hors sol, elles n'ont pas prise, donc, et que c'est voulu aussi. C'est-à-dire que c'est une responsabilité également des organisations associatives, militantes, et politiques, etc., mais c'est aussi une volonté de l'État de déterritorialiser. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus autour de lutte territoire qu'on veut complètement dissocier. Donc, c'est pas parce que c'est fastidieux, c'est pas parce que c'est difficile et qu'on va être davantage torpillé qu'il faut pas le faire. Enfin, au contraire, moi je dis c'est là-dessus du coup, puisqu'on veut nous déterritorialiser entre guillemets, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Sur toutes les questions féministes, enfin moi je suis une féministe, donc je milite au niveau local sur des enjeux féministes, sur des questions antiracistes, les questions sociales, la question sociale de manière générale. J'avais pas prévu de vous poser la question, mais puisque vous allez sur ce terrain-là, beaucoup, notamment à gauche ou parmi les antiracistes, vous reprochent lors de la marche contre le racisme, contre l'islamophobie, d'avoir dans le texte initial parlé de racisme d'État et de loi liberticide. Comment vous justifiez justement cette qualification de loi liberticide et de racisme d'État? Alors déjà, le contexte politique de cette marche, de l'amont de la marche du 10 novembre, c'est essayer de mobiliser tous les moyens possibles, imaginables, pour torpiller une marche. C'est ça qui s'est passé en réalité. Donc voilà, effectivement, il y a eu cette question du texte et puis de qu'est-ce qu'on entend par loi liberticide, mais il y avait eu aussi, on va aller chercher comme ça le CV des personnes qui ont signé, le jour de la marche même, je veux dire, on les voyait comme ça, alors tous les fachos de gauche, là, le Printemps républicain et autres, et puis la fachosphère de manière générale, qui étaient là en train de regarder le moindre petit fait et geste, etc., sur des dizaines de milliers de personnes quand même. J'ai participé à des marches dans ma vie, franchement, entre les propos racistes, les propos sexistes, homophobes, antisémites, etc., sur des marches CGT, sur des marches de gauche, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a que ça. Là, et là, c'était nickel. Enfin, voilà, j'y étais. Voilà, tous les gens qui étaient là ont vu que c'était vraiment, voilà. Et ils ont cherché. Alors voilà, telle personne qui avait étoile, croissant jaune, Allahu Akbar qui a été dit sur la scène, telle personne qui a parlé de licenciement de personnes qui ne serrent pas la main, qui font pas la bise. Enfin, je veux dire, on a cherché comme ça au millimètre, etc., pour essayer de disqualifier en réalité des musulmans et des musulmanes, parce que ce sont des musulmans et des musulmanes qui ont organisé la marche. Moi, je ne suis pas dans les organisateurs et organisatrices, mais je sais que c'est une démarche qui est autonome, et c'est ça qu'on ne supporte pas en réalité. Et notamment de la part de la gauche.
Ça veut dire que la gauche n'a pas pris sa responsabilité, elle aurait dû être à l'origine de cette marche Non, moi c'est pas ça que je veux dire. Moi ce que je veux dire c'est que la gauche en France, notamment traditionnellement le PS et le PC aussi, a l'habitude de nous gérer, nous, population des quartiers populaires. C'est-à-dire que, vous avez des problèmes de racisme. Vous inquiétez pas, on va prendre en charge. C'est ce qui s'est passé avec la marche pour l'égalité de 83. 2 minutes après, c'était déjà récupéré et naissait SOS Racisme et ses dérivés. Donc, je veux dire, c'est une gauche qui a l'habitude, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui se passe soit à Bagnolet ou dans d'autres villes populaires de la région parisienne. À partir du moment où des personnes s'organisent en autonomie, donc que ce soit des femmes, que ce soit des populations issues de l'immigration, les classes populaires, etc. Tout à coup, il y a une remise en question d'un ordre établi, d'un ordre établi notamment par des notables et par les classes moyennes supérieures. Et là, on essaie de torpiller. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc là, vous me parlez des lois liberticides. Franchement, vous auriez pu me parler des autres éléments. Non, moi, je ne me justifie pas justement. Moi, ce que je dis, c'est aujourd'hui, l'islamophobie tue. Voilà. Il y a eu juste avant un attentat à Bayonne qui a visé 2 personnes âgées. Je veux dire sur un attentat politique, porté politiquement, avec un discours politique de la part du criminel qui a fait ça, du terroriste qui a fait ça. Je veux dire, c'est ça qu'il faudrait prendre en considération aujourd'hui et voir qu'on vit quand même dans un pays où l'islamophobie est prégnante, nous agresse, nous, musulmans et musulmanes, au quotidien. C'est ça la question centrale. Donc non, hors de question de me justifier par rapport à quoi que ce soit concernant cette marche qui était tellement magnifique. Enfin, je veux dire, franchement, je trouve, moi, qu'on a relevé le niveau de la France à l'étranger. On a relevé, c'est l'honneur de la France, 40 000 personnes comme ça à Paris contre l'islamophobie. Attends, ça faisait des années que l'Europe entière se moquait de la France, méprisait, et ces derniers mois avait peur. Voilà, de voir comme ça les médias, encore une fois, cette saturation des médias autour de l'islam, des musulmans, des musulmanes, etc. Donc là, d'avoir réussi à faire marcher 40 000 personnes, musulmans, pas musulmans, musulmanes, personnes qui portent un foulard, pas de foulard, je veux dire des personnalités de gauche, etc. Enfin, je veux dire, avoir réussi ça, mais on devrait s'en féliciter, à gauche notamment. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pas fini, parce que alors là, pour le coup, je le sais, même si je suis pas parmi les organisateurs et organisatrices, il y a des suites à ça. Voilà. Donc il faudra regarder ça avec, je pense, moi, grand intérêt. J'ai une dernière question, Fatima Ouassak. Le 5 décembre prochain, une mobilisation de grève doit avoir lieu dans tout le pays. On parle beaucoup de convergence, de coagulation, d'alliance, des luttes. Quelle va être la place des quartiers populaires dans cette mobilisation? Moi, je souhaiterais que notre place soit la plus massive possible. Je veux dire, justement, par rapport à toutes les séquences là, dont on vient de parler. Alors moi, j'avais eu la même position, franchement, dès le début du mouvement des Gilets jaunes l'année dernière. J'étais pas la seule. Il y avait notamment la position plus connue du comité Adama, où pendant des mois, on voyait avec inquiétude, j'allais dire angoisse, justement des organisations politiques comme ça, hurler au loup, parler d'insécurité culturelle ou de grands remplacements, etc. et dire que les Françaises allaient déferler dans les rues parisiennes et dans les rues de France contre les migrants, contre les femmes voilées, contre l'islam, etc. Donc sur des enjeux identitaires essentiellement. Donc d'avoir vu des personnes de partout en France venir se mobiliser sur, pour moi, des enjeux écologistes. Voilà, c'est avant tout une question écologiste. Pour moi, les Gilets jaunes, à la base, c'est de dire, voilà, on ne veut pas payer pour que les puissants de ce monde et les riches de ce monde, les grandes organisations, puissent s'en mettre plein les poches et polluer la terre et exploiter comme ça, voilà, indéfiniment. Et on ne veut pas payer pour ça. Et ensuite, sur la question de la répartition des richesses, sur la question de la démocratie directe, participative, etc. Enfin, des enjeux tellement nobles que moi, je partage complètement. Enfin, de les avoir vus, évidemment qu'il fallait être absolument là-dedans. Et puis, alors, dans les luttes de l'immigration et des quartiers populaires, il y a quand même quelque chose qui est un acquis politique qui est fondamental, qui est de dire, voilà, si c'est pas avec nous, c'est contre nous. Donc, voir comme ça un mouvement social aussi massif, il fallait forcément être dedans. Et surtout, alors au début, il y avait comme ça des petits... à la marge, hein, mais des propos voilà, fascisants, réactionnaires, homophobes, racistes, etc. Bon, il fallait donc de toute façon s'investir pour essayer justement d'orienter vers nos valeurs, quoi, les valeurs d'égalité, de justice, de respect de la dignité humaine, etc. Bon, là, c'est pareil pour moi sur le 5 décembre. La question sociale, pour moi, elle est centrale, elle est fondamentale. Il faut y revenir d'ailleurs.
Il faut y revenir. Alors, dans question sociale, il y a également les inégalités raciales, territoriales, les inégalités de genre, etc. Mais c'est la question sociale. Donc, le 5 décembre, c'est la question sociale. Il faut se positionner contre l'État Macron. Encore une fois, en tant que féministe, en tant qu'antiraciste, en tant que... Voilà, c'est contre l'État Macron qui casse les services publics, qui casse le système de solidarité, qui isole les gens, qui casse, oui, le système social tel qu'il existait jusqu'à peu en France. Donc il faut se mobiliser de la manière la plus massive, avec une conscience de classe puissante, quoi, en se disant on est tous concernés là pour le coup. Même si, évidemment, la question sociale est traversée de rapports sociaux de domination, notamment de classe, de genre et de race. Mais il faut là-dessus être totalement investi. Merci beaucoup Fatima Wassak.